à tous et bienvenue sur la chaîne Le Potager Santé. On est dimanche et comme chaque dimanche, on se retrouve ensemble pour jardiner. Au programme, aujourd'hui, on fait un dossier spécial terre et comment s'assurer d'avoir un potager prospère. On commencera par découvrir comment les sols se sont créés, quelle vie s'y forme, puis on verra comment connaître le type et la texture de la terre grâce à des techniques simples et surtout, à la fin, on verra comment améliorer notre terre pour nous assurer de futures belles récoltes. Alors, installez-vous confortablement, le dimanche au potager, ça commence maintenant. Commençons par comprendre pourquoi la qualité de notre terre est si cruciale pour la croissance de nos plantes et la santé de notre potager et plus largement de notre écosystème. Alors, il faut savoir qu'il nous faut une centaine d'années pour constituer 1 centimètre de couche de terre. On va voir en fait rapidement comment on est passé en fait de la roche à la terre. La première étape, ça va être la roche-mère qui va s'éroder grâce à la pluie, le vent, le froid, le chaud, le gel, le dégel, le soleil. La deuxième étape, elle est cette roche-mère qui est en première décomposition, elle va être colonisée par des champignons, des bactéries et par des végétaux qui ne vont pas demander grand chose pour pousser. Par exemple, vous avez le lichen et la mousse. Cette colonisation va accélérer le processus de dégradation de la roche en terre. L'étape 3, grâce à la décomposition des végétaux, le lichen et la mousse, la vie du sol commence à prendre vie et à se développer. On a de nouvelles bactéries et de nouveaux champignons. Le sol est alors composé de roches et de matières organiques vivantes. Des nouvelles couches se forment, comme par exemple la litière très dégradée et le humus. Humus c'est autre chose. Le humus. L'étape 4, la présence de beaucoup de matières organiques vivantes dans le sol permet le développement de végétaux très diversifiés qui vont à leur tour encore attirer la faune et développer aussi tout ce qui va être insectes. On va se retrouver avec des vers de terre et autres insectes, des champignons et encore de nouvelles bactéries. Et c'est l'accumulation de ces matières organiques qui vont permettre à la roche de se dégrader et donc de finir par créer des sols et de la terre. Et plus ça va, et plus en fait finalement les sols deviennent profonds et la décomposition se fait de plus en plus profondément. Donc un sol, c'est un mélange de matière organique vivante et de matière minérale, anciennement donc la roche, l'argile. C'est la vie du sol qui va créer la terre. Certes, c'est très lent, mais c'est un cycle qui est perpétuel, puisque la terre nous permet de respirer et de nous nourrir. Nous devons donc la préserver au mieux. Alors sans terre, il n'y a pas d'arbre, et sans arbre, on ne pourrait pas respirer. Sans terre, il n'y a pas de légumes non plus, ni de fruits, donc pas de nourriture. Voyons maintenant la vie du sol, qui permet de passer de l'état de roche ou argile à l'état de humus ou de litière, et qui est à la base de la croissance des plantes. L'humus, en fait, c'est le résultat de la matière vivante décomposée par la vie du sol. La litière, ça c'est une couche supérieure du sol, issue d'une première décomposition. La litière très décomposée, elle, c'est une couche qui va être en dessous de l'humus et qui va rentrer en contact avec la roche-mère et permettre une nouvelle phase de décomposition. Il y a 5 à 7 milliards d'êtres vivants contenus dans une poignée de terre fertile. Ce sont eux qui permettent d'obtenir cette terre. Alors, les vers de terre notamment vont permettre de lier la roche-mère celle qui est en cours de dégradation. En gros, c'est la roche-mère qui est au stade de l'argile et des minéraux. Et donc, les vers de terre vont permettre de lier en fait cette roche et ces minéraux à de la matière organique. Ils vont creuser des galeries et en faisant remonter à la surface la roche, par leur déjection, ça va permettre de dégrader tout ça. Du coup, je me demande si c'est pas les vers de terre qui remontent les cailloux à la surface et c'est pour ça que j'ai énormément de cailloux aussi. Alors, bien qu'invisibles à l'œil nu, les bactéries jouent un rôle essentiel à cette vie du sol en transformant la matière minérale et organique en solutions absorbables par les racines des végétaux. Les micro-organismes, quant à eux, assurent la perméabilité du sol et la diffusion d'oxygène et d'eau dans la terre. Les champignons, appelés aussi mycélium, quant à eux, permettent de transformer la matière organique en humus. Ils servent aussi également de puissants antibiotiques pour gérer certaines mauvaises bactéries et qui peuvent donner lieu à des maladies. Alors maintenant que nous savons comment la terre se forme et quelle vie elle abrite, allons voir dans notre potager si la vie de notre sol est riche. Parce qu'on veut s'assurer de la réussite de nos cultures.
Pour savoir si une terre est riche, il suffit de creuser un trou de 30 cm par 30 cm. On va créer ce qu'on appelle une fosse d'observation du sol. D'ailleurs, est-ce que vous savez comment on appelle l'étude de la terre? On appelle ça la pédologie puisque c'est l'étude de ce qu'il y a en dessous le sol. Alors lorsqu'on creuse, on va pouvoir observer tous les insectes et le nombre de vers de terre que vous allez voir dans la terre. Vous, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez vu dans votre terre. Plus vous allez voir d'insectes, de vers de terre, et plus cela signifiera que la terre est riche. Alors, regardons le nombre de vers de terre qu'on a pu rencontrer. Donc là, dans les images, vous voyez qu'on a rencontré quand même pas mal de nombre de vers de terre. Vous pouvez aussi regarder les galeries souterraines que vous pouvez observer. Si vous en observez toutes les 5 cm, vous pouvez effectivement dire que votre sol est assez fertile. Si vous croisez pas de vers de terre, pas de petites bestioles et que ça grouille pas, c'est mauvais signe. Ça veut certainement dire que votre terre est pas suffisamment riche. Ensuite, on va prendre une motte. Une plante qu'on est censé retirer bientôt, là, comme par exemple le plant de basilic. On le retire et on va regarder comment cette motte est faite. Est-ce que les racines sont longues? Est-ce que les racines sont libres? Est-ce qu'elles voguent comme ça dans le vent? Non, elles sont hyper compactes les miennes, les racines, et donc on se rend compte qu'en fait, effectivement, la terre est très compacte et certainement les racines ont du mal à se frayer un chemin pour pouvoir aller chercher tous les nutriments qui sont disponibles dans ma terre. Ensuite, on va prendre une motte à 10 cm de profondeur, on va l'amener vers nous et on va sentir. Est-ce que ça sent la forêt? Est-ce que ça sent rien du tout? Est-ce que ça sent la pierre? Est-ce que ça sent le bois? Qu'est-ce que ça sent? Plus votre terre sent la forêt et plus votre terre est riche. Donc ici, si on résume, on voit qu'on a une vie. On a une vie du sol qui est assez conséquente, mais on a une terre qui est assez compacte. Et je pense que le fait qu'elle soit compacte empêche cette vie du sol de pouvoir en fait nourrir les légumes correctement. Donc là, on a typiquement un problème d'aération du sol. Alors maintenant qu'on sait si notre sol est riche en nutriments, et on va regarder de plus près le type de terre et la texture du sol. Avant de commencer à cultiver une parcelle, il est toujours préférable de bien identifier le type et la texture de votre terre. Vous pourrez alors l'utiliser au mieux et vous garantir de belles récoltes, car il y a des plantes qui seront plus ou moins faciles à cultiver selon le type et la texture de votre terre. Pour étudier notre terre, et notamment le type de terre, on va utiliser la technique du bocal. Alors, avant de passer aux travaux pratiques, on va voir les différents types de terre. Vous avez l'argile, le limon et le sable. La terre argileuse a pour avantage de bien retenir l'eau et les minéraux essentiels au bon développement des plantes. C'est une terre idéale pour la culture en but. En revanche, la terre argileuse est difficile à travailler et souvent très compacte, surtout par temps sec, et c'est ce qui peut empêcher le développement des racines et à terme le développement des plantes. En plus, elle se réchauffe plus lentement au printemps, ce qui peut entraîner des retards de développement par rapport à un autre type de terre. Maintenant, la terre limoneuse. Elle est facile à travailler, elle est propice au bon développement des plantes. Cependant, sa structure est fragile et entraîne des tassements avec une perte des nutriments si la terre limoneuse n'est pas paillée. Et enfin, la terre sableuse. Elle est facile à travailler, bien aérée, jamais compacte. Elle se réchauffe très vite au printemps, ce qui nous permet de pouvoir commencer les cultures un peu plus tôt. Mais cette terre, elle retient ni l'eau ni les nutriments. Elle demande un arrosage régulier et un apport en matière organique et en fertilisant, par exemple le purin d'ortie, pour rester fertile et permettre la croissance. Donc la terre sableuse, elle demande énormément d'attention et énormément d'amendement. Donc vous l'avez compris, il n'y a pas de sol parfait. Il faut un mélange harmonieux pour pouvoir bénéficier des avantages de chaque typologie. Alors pour savoir à quel type de terre nous avons affaire et surtout connaître les avantages et les contraintes auxquelles on va devoir faire face en fonction du type de terre que nous avons, nous allons utiliser la technique du bocal. Dans ce bocal, on va faire apparaître les différentes couches de terre, la manière dont est constitué mon sol, et on va pouvoir justement regarder quel type exactement de terre on a à faire. On va devoir prendre des bocaux de 500 ml à peu près en verre droit, comme les bocaux pour les confitures. On a besoin d'une feuille, d'une règle, alors ça peut être un mètre, un papier, enfin voilà, de quoi noter. On va faire un petit peu de mathématiques. Alors pas de panique, ne vous inquiétez pas, c'est pas très compliqué.
Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Donc on va venir prélever de la terre à 10 cm de profondeur à différents endroits et on va pouvoir pour pouvoir tester différents endroits. On tamise la terre, on enlève les cailloux, on enlève les morceaux de bois. Alors typiquement moi c'est plus compliqué parce que ma terre est très compacte donc je peux pas la tamiser, mais j'enlève ce que je peux enlever. Donc on va remplir à 2 terres qu'on aura tamisées plus ou moins à la moitié. On va remplir d'eau presque entièrement et on va venir secouer le bocal vigoureusement pendant au moins 10 minutes. Non, je déconne, pendant 1 minute, cela suffira. Et ensuite, on laisse reposer pendant 2 heures. Au bout de 2 heures, on ressecoue de la même manière et cette fois-ci, on le laisse reposer une nuit. Ça, c'est les images que vous voyez là, c'est ce que j'ai fait hier pour pouvoir être prête aujourd'hui. Donc voilà, on récupère notre pot. On ne fait pas trop bouger pour pas que ça se mélange. Et on fait des traits en fait pour délimiter les différentes zones. Donc là en bas on a le sable, le limon et l'argile. Donc comme on peut le constater, on a majoritairement de l'argile. Alors, on va mesurer tout ça. Hop. On a 0,8. Alors sable, on est à 0,8. Ensuite, on est à 1,5. Non, 1,4 de limon. Et argile, on est à 2. Donc, une fois qu'on a mesuré chaque bande, on va additionner toutes les bandes. Donc 4 et 8, ça fait 12. Je pose 2, je retiens 1. Ça nous fait 3, 4. 4,2 cm. Pour savoir combien chaque couche représente, on va donc poser un produit en croix. On a 4,2 cm qui donne 100%. Et on a 0,8 cm qui donne, on ne sait pas trop ce que c'est. Là, on va juste faire un produit en croix. Donc ça nous donne 0,8 cm divisé par 4,2 cm qu'on multiplie par 100. Vous pouvez faire aussi 0,8 cm fois 100 divisé par 4,2. Faites comme vous voulez. Et ça nous donne 19%. Et donc, on va venir inscrire ici sur notre fiche 19%. Maintenant, on va calculer le pourcentage du limon. Donc, on a toujours nos 4,2 cm qui nous donnent 100%. Nous, on veut savoir 1,4 cm, combien ça donne. Donc, on va faire 1,4 cm divisé par 4,2 cm qu'on va multiplier par 100. Calculatrice, 1,4 divisé par 4,2 multiplié par 100, ça nous donne 33,33%. Ensuite, on a les 2 cm. Donc, 2 cm, on veut savoir combien ça fait. Donc, on va faire 2 cm divisé par 4,2 multiplié par 100. Donc, ça nous donne 47,62 si on arrondit. On a donc 0,8 cm de sable qui représente 19,05%. On a 1,4 cm de limon qui représente 33,33%. Et on a 2 cm d'argile qui représente 47,62%. Et quand on additionne 47, 62, 33, 33, 19,05, on a bien nos 100%. Si on regarde bien, donc on a quasiment la moitié d'argile dans ce bac-là. C'est incroyable, hein? Donc typiquement ici, il va falloir que j'améliore en fait la texture de la terre en essayant d'abaisser le niveau d'argile et d'augmenter le niveau de sable et de limon. Donc là, on a affaire à un autre bac. Donc là, on va venir mettre les traits. Sable, limon et argile.
Donc là, j'ai 1 cm. J'ai 1 cm de sable. J'ai 1,5 cm de limon. Et j'ai 1,5 cm d'argile. Pour un total de 4 cm. Les 4 cm, ça nous fait 100%. Et on va refaire la même chose. Donc 1 qu'on divise par 4, ça nous fait 0,25 fois 100, ça fait 25%. Donc ici, on a 25% de sable. Ensuite, on va avoir 1,5 divisé par 4. Ça nous fait 0,375 et donc ça nous fait multiplié par 100, 37,5%. Et donc on a 37,5% d'argile, 37,5% de limon. Dans ce bac-là, on a la même quantité d'argile, la même quantité de limon et on a 25% de sable. Cette terre-là, donc là c'est le bac, on va l'appeler 1 et là c'est le bac 2. Le bac 2 a une meilleure texture que le bac 1. Donc si je dois choisir où planter en fait, par exemple des légumes racines, j'aurais tendance à le planter dans le bac 2 puisque la terre sera plus facile à travailler que dans celui-là où quasiment la moitié, on va dire 48%, c'est de l'argile. Donc ici, je peux continuer effectivement de mettre encore un peu de sable, mais pas plus. 25%, c'est plutôt bien. On peut aller jusqu'à 30%. Mais je vais continuer surtout de nourrir la terre de matière organique, de manière à la rendre plus riche et de faire en sorte que l'argile diminue un petit peu et qu'on ait un peu plus de limon. Donc voilà pour la texture. Donc à vous de jouer avec le test du bocal. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel a été le résultat et est-ce que vous étiez surpris ou pas ou vous le saviez déjà plus ou moins. Juste à regarder la terre, vous aviez compris à quoi vous aviez affaire. Donc une fois qu'on a nos pourcentages de calculer, on va venir en fait utiliser le triangle des textures. Donc le voici, je vous le mettrai en fait dans les publications et on va venir reporter en fait nos données. Donc on a dit argile, on a 2 cm qui fait 48% à peu près. Donc on va venir ici. Ensuite, on a 33% de limon. Le limon, 33%, on va se mettre là. Et à la fin, en sable, on a 19%, donc on est plutôt là. Une fois qu'on a fait les petits points, on va venir tracer des droites. Alors, on va essayer de faire ça propre. Vous avez des petits, ici, là, je ne sais pas si vous voyez bien. Ici, voilà. Vous avez des petites barres. Et vous suivez le sens de la petite barre. Donc là, on est plutôt comme ça. Et on va venir tracer un trait. Voilà. Hop, à peu près. Pareil pour ici. Vous suivez le sens, c'est comme ceci. Hop, on fait un petit trait. Et ensuite, la même chose ici. Et là, vous suivez le sens. Et vous allez voir que vous allez trouver un point d'intersection entre toutes ces droites. Je vous rassure, on n'est pas en cours de mathématiques ni de géométrie. Donc ici, à l'intersection, ça vous donne typiquement votre terre. Donc moi, ma terre, elle est argileuse. Il n'y a pas à discuter, elle est argileuse. L'objectif, ça serait de pouvoir, en fait, la mettre plutôt dans le limon argileux, dans cette zone-là plutôt. Donc on va venir rajouter, en fait, de la matière pour faire évoluer, en fait, le point d'intersection dans le triangle. Donc ça, c'était pour le premier bac. Donc le premier bac, on a donc, on se le note ici, terre argileuse. Hop, je vais venir effacer. Le deuxième bac, lui, il a en argile, on est à 37. Donc on va se mettre là à peu près. Le limon, on est également à 37. On va se mettre là. Et le sable, on est à 25. Et donc, on va se mettre là. Donc, grosso modo, on va tirer un trait comme ça. Ici, on va avoir un trait comme ça. Et là, un trait comme ça. Donc là, vous voyez, c'est pas très droit.
Et vous voyez le principe, c'est que là, on a plutôt en fait une terre limon argileux. Donc ici, égale terre limon argileux, enfin, argileuse. Une fois qu'on a ces indications, on sait exactement à quoi on va devoir faire face. Une terre argileuse, on sait qu'elle sera sèche l'été et détrempée en automne, voire en hiver, qu'elle sera compacte, qu'il sera difficile de faire pousser des carottes dans une terre argileuse par exemple, mais par contre elle est extrêmement riche. La terre limon argileuse, on va retrouver les mêmes contraintes que pour la terre argileuse en beaucoup moins puisqu'on a le limon. Donc là, cette terre-là est quand même beaucoup plus adaptée en fait à par exemple le semis de carottes, le semis de navets, de céleri, etc., etc. Et donc on peut faire ça pour toutes nos parcelles de manière à pouvoir vérifier en fait quel type de terre on a et savoir exactement qu'est-ce qu'on doit rajouter comme type de matière pour pouvoir améliorer la texture de notre terre. Donc voilà, vous savez maintenant faire de la pédologie. Maintenant, on va passer à l'analyse du type de terre, c'est-à-dire que nous allons analyser le pH dans notre terre. Le pH mesure l'acidité ou l'alcalinité qui va de 0 à 14. 0 étant le plus acide et 14 le plus alcalin. Le pH parfait pour une terre serait de 7, à savoir neutre, entre 6,5 et 7,5. Là, vous devez vous dire, mais elle va où notre Lulu? Là, elle vient de nous faire des mathématiques et maintenant, elle voudrait nous faire de la chimie. Vous devez vous dire, mais elle est dingue, probablement que je le suis, mais je vous rassure, tout cela est très facile. Alors avant de vous donner une technique hyper simple avec des ingrédients que vous avez dans votre cuisine, voyons d'abord en quoi l'analyse du pH dans notre terre est importante. Connaître le pH de son sol va nous permettre de savoir quel type de plante il est préférable de cultiver. De manière générale, les plantes préfèrent un sol neutre compris entre 6,5 et 7,5. Il y a des plantes qui tolèrent des sols acides comme la courge, le fenouil, la fraise, le persil, les poivrons, la pomme de terre, les radis, la rhubarbe, les myrtilles, les capucines, les soucis, les rhododendrons, les azalées. Les plantes qui tolèrent les sols basiques, par exemple, on a l'ail, l'artichaut, le chou, le melon, la lavande, les primes verts, les géraniums. Et il faut savoir que pour rendre disponibles les nutriments en fait dans la terre, on a besoin d'avoir un certain type de pH qui va rendre solubles les nutriments. Vous prenez par exemple du fumier ou des racines que vous allez laisser décomposer. Si on veut pouvoir récupérer tout ce qu'il y a dans ces racines, on a besoin d'un certain type de pH pour que les substances qui sont contenues dans les racines viennent dans la terre et que les plantes puissent les récupérer, par exemple. Pour faire le test du pH, on va avoir besoin de 2 bocaux. Bocaux en verre transparent. Parce que d'un côté, on va tester l'acidité et de l'autre, on va tester l'alcalinité. Donc 2 bocaux. On va avoir besoin de 2 réactions chimiques. Paniquez pas, vous inquiétez pas, vous avez ça chez vous. Alors, vous avez besoin de bicarbonate alimentaire ou pas. L'alimentaire, c'est quand même le recommandé. Donc, hop. Et on a besoin de vinaigre blanc. Je vous avais dit que vous aviez tout à la maison. Voilà. Vous devez d'ailleurs utiliser le vinaigre blanc et le bicarbonate pour nettoyer, récurer lavabo, toilettes. Enfin, moi, c'est comme ça que je nettoie les toilettes. Donc, le vinaigre d'un côté et le bicarbonate de l'autre. Alors, donc, on a mis de la terre dans chacun des bocaux. Donc, on a mis notre terre. On va rajouter, pour mouiller la terre, du vinaigre. Mélanger. On va prendre ça, on va prendre de l'eau. De l'eau distillée ou déminéralisée, car l'eau de pluie est souvent très acide et l'eau du robinet est souvent très calcaire, donc très alcaline. Et donc ça risquerait de fausser nos tests de chimie. Donc là on mélange pour faire une espèce de boue. On va mettre du bicarbonate.
mélanger. Et regardez ce qu'on observe. On observe une grande réaction chimique avec de grosses bulles par rapport à l'autre. Vous voyez la différence? Donc, j'ai une terre qui est relativement acide puisqu'il y a une grosse réaction avec le bicarbonate qui est plus importante qu'avec le vinaigre. Bicarbonate, vinaigre. Hop. Et donc, si on vérifie cette expérience, parce que ça permet juste de savoir si votre terre est plutôt acide ou plutôt alcaline. Ça va pas bien mesurer, vous n'allez pas savoir exactement. Et quand vous avez une effervescence dans les deux, c'est que vous êtes quand même pas trop proche du neutre. Parce que ça veut dire qu'il y a un petit peu d'acidité, un petit peu d'alcalinité. Donc, on va utiliser en fait un petit thermomètre comme ça. Je me suis fait une folie. J'ai pris un petit truc, une petite chose comme ça. J'ai payé 14 €. Je crois que c'est ça, 14 € que j'ai payé. Donc je viens juste de l'acheter. Enfin, je l'ai acheté il y a quelques semaines. Donc j'ai commencé à le tester. Je trouve ça plutôt super ce truc. Donc vous avez un petit capteur qui est là. Je vous montre. Je sais pas si on voit bien. Et c'est ce truc là qui va venir mesurer en fait tout un tas de choses. Donc ça mesure la température du sol. Ça mesure également l'humidité du sol. Ça vous dit si le sol est humide, pas assez, trop. Donc moi qui ai des difficultés avec l'arrosage, bah, ça va, je pense, beaucoup m'aider. Et ça mesure le pH. Donc on va régler ça sur le pH. On va l'allumer, le mettre dans le sol au niveau du capteur, qu'il soit bien en contact avec la terre. Et on va regarder le résultat. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Voilà. Donc on a un pH de 5,2. Donc on a un pH effectivement qui est plutôt acide. Et c'est ce qui explique la réaction d'un côté et de l'autre. Donc là, on avait rajouté du bicarbonate et là, on a rajouté du vinaigre. Et voilà la réaction. Donc on a bien une terre qui est acide. Et une terre acide va empêcher tout un tas de légumes de grandir correctement puisqu'elle ne va pas rendre suffisamment disponibles les nutriments. C'est-à-dire que même si vous avez une terre qui est extrêmement riche, si elle est acide, en fait, ça va bloquer la dégradation de certains nutriments en phase liquide, en fait. Donc ce petit thermomètre-là va me permettre en fait de pouvoir le planter dans chacun des bacs de manière à vérifier l'acidité de chaque bac. Puisqu'il y a des, par exemple, les aiguilles de pin, les paillages à base d'aiguilles de pin ont tendance à rendre le sol acide. La tourbe rend le sol acide. Donc il y a des bacs où j'ai pas forcément paillé tout de la même manière, etc., etc. Donc je peux avoir une acidité qui va, on va dire, varier légèrement. On va faire le test après. Vous pouvez aussi utiliser des bandes de pH comme celle pour la piscine par exemple et vous allez tremper la bandelette dans un mélange de terre et d'eau. Attention à bien utiliser une eau déminéralisée. Alors les fraises, elles préfèrent un environnement plutôt acide et on va voir si là c'est le cas. J'ai planté assez profondément. pH, il est... Ouais, 5,1 ici, 5,3. Je vais remonter un petit peu. Alors ça c'est intéressant. Entre très profondément on va être à 5,2 et un peu plus haut on est à 6. On va regarder ici près de la ciboulette. Et on va descendre d'ici là. 4. On a 4,8. Ici au pied de ciboulette, on va regarder à l'autre bout du bac. Du poireau 5,4 5,3. Donc ce bac là aussi très acide. Ici on constate que la terre est plutôt acide. Il y a même des bacs que j'ai testés qui sont extrêmement acides. On est en dessous de 5. Donc pas étonnant que certains légumes ont du mal à se développer. Donc moi ici, si on résume, j'ai une terre argileuse et plutôt acide. Il faut savoir que le pH de votre terre peut être modifié. Maintenant que nous connaissons la texture et le pH de notre sol, on va pouvoir optimiser notre terre. Alors pour faire évoluer la texture de la terre, on va l'amender.
Pour un sol limoneux, souvent bien équilibré, mais il est toujours bon d'apporter de la vie en plus au sol, on peut alors mettre du compost. Pour un sol sableux, le complexe argilo-humique est très faible. Il y a peu de nutriments, peu d'eau, donc on va rajouter beaucoup d'amendements organiques qui se transformeront en humus, comme par exemple vous pouvez mettre du compost, du fumier. Vous pouvez également rajouter de l'argile bentonite, qui est de l'argile séchée et broyée et qui va gonfler 20 fois son volume. Donc ça va permettre à votre terre de pouvoir retenir les nutriments et l'eau. Vous pouvez aussi également ajouter du terreau dans lequel il y a de l'argile. Pour les sols argileux, pour améliorer la texture, on rajoute des amendements également, comme du compost, du fumier. Mais c'est l'ajout de sable qui permettra d'alléger la structure. Alors en ajoutant du sable, on va réduire la fertilité du sol. Donc il est conseillé de rajouter avec le sable un amendement qui permettra de garder la vie de notre sol très riche. Si notre terre est si compacte qu'on ne peut même pas faire un trou, alors il vaut mieux cultiver hors sol, à savoir sur butte, en lasagne ou en bac. Comme on a pu le constater en faisant le tour des bacs et en prenant le pH de chacun des bacs, on a une terre qui est quand même extrêmement acide, ce qui pourrait expliquer pourquoi les graines ne germent pas de manière régulière, que les plants qui sont repiqués ont du mal à se développer et aussi pourquoi les tomates adorent être au potager santé. Donc on va également apporter des amendements pour faire évoluer le pH du sol. Les plantes se nourrissent en fait par les racines et doivent disposer des nutriments sous forme liquide. Sinon on aura des cultures qui vont en pâlir, leur croissance va ralentir, voire la plante elle peut mourir. Donc le pH a vraiment un impact sur le fait de rendre les nutriments solubles. Et donc il est important d'avoir un sol le plus neutre possible. Un sol trop basique va réduire au niveau du magnésium et au niveau du fer, et un sol très acide risque de réduire en fait les autres apports comme le potassium, comme l'azote. Alors, si votre sol est trop acide, donc vous avez un pH qui est très bas, on va lui apporter par exemple de la poudre de coquille d'huile, de coquille d'œuf, tout ce qui est à base de calcium, puisque cet amendement sera riche en calcaire et ce qui permettra d'aérer les sols bien compacts. On peut mettre 2 kg pour 50 mètres carrés à peu près. Les cendres, on va pouvoir ajouter des cendres de bois, ça va apporter du potassium et du phosphate. On peut en mettre 2 poignées par mètre carré par an. Des engrais verts, on l'a vu, comme le sarrasin, le millet, le lupin. Le mieux, ça serait de les semer ensemble. Et ensuite, on a les feuilles de chêne qui sont naturellement alcalines. Donc, ça va prendre du temps, tout ça, pour se décomposer. Et donc, c'est bien préférable de les enfouir. Alors, on peut faire aussi des trous dans les bacs et pour pouvoir déposer directement les déchets de sa cuisine qui sont compostables. La fermentation des déchets va libérer des composés alcalins et c'est ce qu'on appelle la fermentation anaérobie. Alors, le simple fait aussi de pailler la terre et de la laisser au repos va diminuer son acidité. Alors, vous pouvez aussi faire comme certains qui vont mettre de la chaux, du carbonate de calcium. Moi, à la limite, si je devais en utiliser, j'utiliserais de la chaux diluée dans l'eau et vous pouvez la commander, l'eau de chaux, en fait, à la pharmacie. Ça sera beaucoup plus assimilable et moins dommageable pour votre terre. D'ailleurs, l'eau de chaux est très utile, en fait, pour les nourrissons qui ont des colites. Maintenant, si votre sol est trop alcalin et donc votre pH est trop élevé, on peut mettre du compost, du fumier de poule, des aiguilles de pin qui améliorera aussi le drainage et l'aération de votre sol. Alors bien évidemment, tout ça, ça va prendre du temps à se décomposer et l'acidité ne va pas arriver ou l'alcalinité ne va pas arriver tout de suite. Vous pouvez aussi mettre de la tourbe qui est très acide, vous pouvez mettre du marc de café, mais attention pour le marc de café, ne pas en mettre trop parce que c'est extrêmement acide et ça pourrait ralentir en fait le développement des semis et des plantules. Vous pouvez aussi faire une association d'engrais comme la moutarde, la luzerne, la facélie, la consoude ou la bardane. Donc ces engrais verts vont vous permettre d'enrichir votre sol et en même temps de le rendre un peu plus acide. Vous pouvez aussi ajouter du soufre, de l'acide sulfurique. Moi, je suis pas pour ce type de méthode parce que je trouve que là, ça fait trop chimique pour le coup. Mais donc après, c'est chacun voit midi à sa porte et chacun fait comme il veut.
Alors, il faut noter que le compost jeune permet d'alléger une terre argileuse. Si la terre est déjà acide, il faut utiliser du compost bien décomposé. Si elle est alcaline, alors il faut du compost jeune. D'ailleurs, si l'objectif est de nourrir la terre au sens de nourrir le vivant, il est préférable de mettre du fumier et qui sera bien acide. Donc du coup je vais pouvoir retravailler toute la terre. Je vais pas non plus trop, là j'ai fait un trou de 30 cm de profondeur, mais je vais pas travailler les bacs et la terre 30 cm de profondeur en fait à chaque fois. Je vais venir vraiment, on va dire travailler, ça fait quoi ça fait 20 cm, peut-être max 20 cm sur les bacs qui sont extrêmement compacts. Il y en a d'autres que j'ai déjà travaillé l'année dernière, donc eux je vais juste passer je vais juste les aérer, je veux juste planter la bêche. J'ai pas de grelinette, mais si vous en avez une, ça c'est l'idéal. Mais sinon moi j'utilise ma bêche, je plante la bêche et puis je fais des va-et-vient comme ça. Donc une fois qu'on a ça, parce que voilà, le problème de ma terre c'est ça, vous voyez, c'est qu'elle est compacte en fait. Donc c'est de la pâte à modeler. Alors c'est pratique quand vous avez des enfants en bas âge et que vous savez pas quoi leur faire comme activité. Vous allez chercher une motte de terre, vous la posez sur la table du jardin, ils vont faire de la pâte à modeler. Mais sinon là pour faire quoi que ce soit, c'est compliqué. Donc voilà. Donc on va retravailler tous ces bacs de manière à ce que en fait on puisse réduire l'acidité, améliorer la texture, que ça soit beaucoup moins compact. Je veux pas forcément réduire trop comment dire, l'argile de ma terre parce que avec les années qui vont arriver, avec les sécheresses, ça va me permettre de garder quand même pas mal d'eau. Donc je veux quand même garder une base argileuse. De toute façon, de toute manière, on ne peut pas modifier son sol comme ça par magie, même au bout de plusieurs centaines de milliers d'années, ça n'évoluerait pas beaucoup. Donc il faut que effectivement on puisse décompacter, mais vous voyez, hein, du moment que la terre elle reste, il est où? Viens par là. Oui, du moment que la terre reste riche et que vous avez plein de petits habitants, c'est déjà le principal. Là, on va dire qu'une grosse partie du boulot est faite. Donc voilà, on va s'atteler à ça sur tout le mois de novembre. Petit à petit, je vais faire bac par bac. Peut-être que même il y a des bacs qui sont encore en culture. Donc du coup, ceux-là, ils vont attendre un petit peu et je les ferai certainement au mois de décembre. Mais tous les bacs que je vais pouvoir en fait faire, je vais m'en occuper assez rapidement. Donc voilà. Donc pour résumer, la santé de notre potager dépend en grande partie de la santé de notre sol. Si l'on veut que les graines germent, que les plantes grandissent, alors il faut qu'on prenne soin de notre terre. Notre terre elle-même prendra soin de nos plantes et nos plantes, eux, prendront soin de notre santé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous avez assez d'éléments pour pouvoir travailler ou retravailler votre terre au mieux. Dites-moi en commentaire en fait si vous avez d'autres techniques pour pouvoir améliorer la texture et le type de terre. On n'oublie pas de liker, on n'oublie pas de s'abonner si on ne l'a pas encore fait. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites de votre alimentation votre première médecine. Ciao ciao!